Bonsoir à tous, bienvenue à vous tous dans cette magnifique salle du Centre des Congrès, Alpes Congrès à Grenoble. Bienvenue à vous si vous nous faites le plaisir de nous suivre sur Twitter et sur YouTube. Soyez les bienvenus pour ces 8e rencontres du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Cette année encore, un thème d'actualité, le fait en France. 8 Français sur 10 s'y intéressent. Mais alors, consomment-ils français pour autant? Est-ce que c'est si facile que cela? Pour débuter cette soirée, je vous demande d'accueillir, en les applaudissant, Fabienne Delahaye et Yves Gégaud, s'il vous plaît. Fabienne Delahaye, qui est fondatrice et commissaire générale du salon MIF Made in France Expo Paris, est notre grand témoin de la soirée. Il sera notre expert. Merci à lui d'avoir accepté cette mission essentiel. Yves Gégaud, président de l'association Pro-France, qui porte ce label, donc Origine France Garantie. Merci à l'un et à l'autre d'être avec nous ce soir. Fabienne Delahaye, on va commencer avec vous, puisque vous portez ce salon de référence, le salon des produits et innovations Made in France. Vous êtes membre de la Fédération indépendante pour le Made in France. Et vous avez cette grande expérience dans l'organisation des salons et des salons internationaux en particulier. À l'un et l'autre, je vais poser une question très simple. En quelques mots, comment est-ce qu'on peut définir ce Made in France? Fabienne Delahaye. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je suis ravie d'être avec vous ce soir et d'autant plus heureuse que la thématique annuelle du Crédit Agricole Rhône-Alpes soit consacrée au Made in France. Alors, le Made in France... c'est pas si facile, c'est pas aisé d'y donner une définition définitive, je dirais. En tout cas, nous, sur le salon, on a sélectionné des entreprises qui font le choix de réaliser les étapes essentielles de la fabrication de leurs produits sur le territoire. Disons que la matière première nous a moins intéressés que la transformation de celle-ci. Parce que notre objectif, depuis le départ, lors de la création du salon, c'est de promouvoir les entreprises qui préservent les emplois et les savoir-faire sur le territoire. Voilà, nous ne sommes absolument pas un label et n'avons aucune légitimité à l'être. Et on voit déjà un premier concept qui apparaît et qui sera important, c'est cette notion de territoire. Yves Gégaud, j'allais dire on ne vous présente plus, mais quand on dit ça, généralement, on présente derrière. Alors, vous êtes investi dans la vie publique depuis longtemps, un maire, député, ancien ministre. Vous êtes aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale et vous présidez donc cet organisme qui gère et développe ce label de référence Origine France Garantie. Vous en êtes d'ailleurs le créateur. Vous serez à mes côtés tout au long de la soirée. Un grand témoin, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Même question, Yves Gégaud, en quelques mots, la définition du Made in France. Bon, elle est très simple. Il suffit de lire le code douanier européen qui dit que pour être made in France, un produit doit avoir au moins sa dernière ouvraison principale réalisée en France, c'est-à-dire une partie significative de sa fabrication, et que quand on prend tout ce qui compose le produit, il doit avoir au moins 45% de son prix de revient unitaire qui est acquis en France. Donc il y a une définition juridique. Il y a derrière cette définition juridique deux problèmes. Le premier, c'est que ça n'est contrôlé pratiquement par personne. Pardon pour le service des douanes, mais les contrôles sont extraordinairement faibles sur la réalité de l'utilisation d'une appellation, qu'elle soit made in France, produit en France, fabriqué en France, tout ce qu'on peut trouver sur les produits, à croiser un Français une fois dans sa vie, recettes françaises, traditions françaises. Vous pouvez trouver, l'imagination du marketing n'a pas de limite sur ce sujet. Il n'y a pas assez de contrôle. Ça fait partie des revendications que nous portons en disant il faut plus de contrôle. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'effectivement, il nous a semblé, quand je dis nous, des chefs d'entreprise qui sont au sein de cette association, qu'au fond, un produit qui, par exemple, dont la fabrication a commencé en Tunisie ou au Maroc, qui vient se terminer en Bretagne, est-ce qu'il peut vraiment, même si c'est une marinière, être made in France? Dans l'esprit de la loi, oui. Dans l'esprit du consommateur, s'il savait que la première partie de la fabrication de son produit n'a rien à voir avec sa chère Bretagne, il se dirait peut-être qu'on lui a raconté une fausse histoire.
Et au fond, l'histoire du label Origine France Garantie, elle est née d'un rapport parlementaire que j'ai remis à l'ancien président de la République, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, où je faisais des propositions absolument formidables pour révolutionner l'économie et l'industrie française. Ce rapport est aujourd'hui dans le cimetière des rapports parlementaires. Ils sont très nombreux, avec plein d'idées intéressantes, mais il y avait une idée qui était portée dans ce rapport, qui consistait à dire qu'il faudrait peut-être avoir un outil de certification d'origine qui soit un peu plus exigeant que le code douanier et qui soit surtout contrôlé par quelqu'un. Parce qu'il ne suffit pas d'affirmer qu'on est français pour l'être. En l'occurrence, c'est comme ça qu'est née l'association que j'ai l'honneur de présider. Alors c'est une association loi de 1901, sans aucun but lucratif, qui n'est composée que de chefs d'entreprise. Ils me gardent parce que je suis assez pratique, que je ne leur coûte pas très cher et que je fais tout ça bénévolement. Et au fond, nous n'avons d'ailleurs jamais reçu un sou d'argent public. Je rassure ceux qui payent des impôts, nous ne vivons pas sur les impôts. Et nous assurons la promotion de ce petit label, Origine France Garantie, qui est un outil de certification d'origine, qui lui est plus exigeant dans ses critères que le code douanier, puisque pour être Origine France Garantie, un produit doit avoir été 100% fabriqué en France. Ce n'est pas la dernière ouvraison principale, mais c'est 100%. Et quand on prend tout ce qui compose le produit, il faut qu'il y ait au moins 50% de sa composition qui ait été acquise sur le territoire national. Donc on a mis la barre plus haut. On s'est inspiré de grands voisins de cette belle région, c'est-à-dire les Suisses, qui ont une législation du Swiss Made, qui dit que pour être Swiss Made, un produit doit avoir été fabriqué en Suisse et avoir au moins 50% de ses composants qui soient d'origine suisse. On s'est inspiré de cette législation pour créer Origine France Garantie. Le label a été créé il y a 7 ans. Nous sommes aujourd'hui à plus de 2500 produits labellisés, à plus de 600 entreprises qui font cette démarche, au fond de dire le Made in France. Il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui le prouvent. Eh bien, nous essayons de rassembler ceux qui le prouvent. Allez, on va prendre quelques exemples concrets ce soir. On a bien compris, Yves Gégaud, faire un label, c'est bien. Faire la certification qui va avec, évidemment, c'est mieux. Vous avez pas mal parlé de la douane. Et effectivement, c'est une notion essentielle. Quand on évoque le Made in France, on en vient très rapidement à parler de la balance commerciale. Je vous propose de débuter cette soirée avec quelques chiffres clés. Ils émanent de la Direction régionale des douanes. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer Marjorie Bulliard, qui est avec nous ce soir. Alors, une des compétences, une des missions phares de la douane, c'est donc une mission en effet statistique qui est parfois un petit peu méconnue, puisque c'est la douane qui établit chaque mois le chiffre du commerce extérieur. Et on le fait à partir des déclarations en douane et puis des déclarations d'échange de biens par rapport aux échanges de marchandises qui se font entre les États membres. Ce qui nous donne une vision parfaite de tout ce qui rentre et de tout ce qui sort du territoire français. Donc l'année 2017 a été, pour l'année au niveau du commerce extérieur de la France, une année assez difficile puisque au dernier trimestre 2017, le déficit commercial s'est encore dégradé avec une dégradation qui a été de l'ordre de celle observée en 2011, qui était aussi une très mauvaise année. A contrario, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu des résultats à la hausse. C'est une région qui exporte et qui a eu du coup un 4e trimestre 2017 dynamique avec des ventes notamment en matière de produits chimiques et de machines d'usage général qui ont été assez importantes. Maintenant, si on resserre un petit peu notre analyse et qu'on en vient à parler du commerce extérieur de l'Isère, là on s'aperçoit qu'on avait une balance commerciale qui était quasiment à l'équilibre, avec une reprise des exportations très significative, ce qui place en fait l'Isère comme étant le 2e département de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la fois sur le plan des exportations, mais aussi au niveau des importations. Au niveau des exportations, si on fait un petit palmarès des principaux produits qu'on exporte, ce sont principalement les produits pharmaceutiques, le matériel électrique et les produits chimiques de base. Et les clients de l'Isère sont l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Au niveau des importations, le top 3 qui figure, c'est au niveau des ordinateurs, du matériel électrique et des machines d'usage général. Et là, nos grands fournisseurs, notre grand fournisseur un peu historique, puisque ça fait un certain nombre d'années que c'est toujours le même, c'est la Chine, qui bien sûr fournit énormément de marchandises à l'Isère. Et puis ensuite, on a l'Italie et l'Allemagne. Donc le commerce extérieur en Isère a été particulièrement dynamique en 2017, puisqu'on arrive en fin d'année avec une croissance au niveau des exportations qui a été 3 fois supérieure à celle des importations.
Et on verra tout au long de la soirée quelques exemples de ces champions à l'export un peu plus tard qui portent haut le Made in France. J'aimerais qu'on s'intéresse, Yves Gégaud et Fabienne Delahaye, au consommateur, parce que finalement, il est au centre de tout, lui aussi. Est-ce qu'on sent que le consommateur peut faire basculer les choses? On parlait de la balance commerciale, là. Yves Gégaud. D'abord, il faut élargir à consommateur, c'est à l'acheteur, parce qu'il y a le consommateur individuel, ce qu'on appelle le B2C, mais il y a aussi l'acheteur dans le B2B qui est aussi important. Donc, moi, je parle plutôt d'acheteur. Je pense que depuis quelques années, on assiste à une prise de conscience, au fond, que le modèle éclaté de la mondialisation a été sans doute très loin, voire trop loin, et qu'au fond, si on ne veut pas avoir une balance du commerce extérieur éternellement déficitaire et un problème de chômage majeur dans notre pays, il faut peut-être essayer de rééquilibrer un peu les choses. Donc il y a cette prise de conscience, et toutes les études sociologiques qui sont faites montrent que le consommateur, est-ce que le thème de l'origine est pour vous important? Cette question-là monte dans les études. Il y a une question qui est posée chaque année, c'est est-ce que pour vous l'origine est un élément important de votre acte d'achat? Il y a 7 ans, c'était 11% qui disaient oui, aujourd'hui c'est 19% qui disent oui. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience. Et c'est là où se pose le problème de votre première question. C'est, je suis un acheteur, je vais acheter une voiture et je me dis, il faut quand même que j'achète français parce que c'est de l'emploi en France, c'est de l'activité, on ne peut pas tout importer. Je vais acheter une Renault Clio. Mais comme personne ne me dit qu'elle est fabriquée en Turquie, je crois avoir un acte citoyen et patriote et je me fais totalement avoir. Et si mon voisin a acheté une Toyota Yaris, je dis « Ouh, le vilain, il n'achète pas français !» alors que la Toyota Yaris est fabriquée à Valenciennes. Et donc si on ne prend pas en compte cette idée du XXIe siècle que la marque n'est plus l'origine, la marque n'est plus l'origine. Si vous devez retenir une chose de cette soirée, c'est de repartir avec cette idée de dire la marque n'est plus l'origine. Eh bien, toute cette volonté, tout ce volontarisme des acheteurs, tout ce rôle citoyen et responsable des acteurs risque d'être mis à mal. Moi, je suis un libéral. Je ne suis pas un protectionniste. Je suis pour que les produits circulent. Mais l'équilibre du libéralisme, c'est que celui qui achète ait les éléments d'information qui lui permettent de décider en toute connaissance de cause. Et que si les produits circulent, moi je veux que quand j'achète un t-shirt, s'il est made in China, on me le dise. Et pourquoi est-ce que je veux qu'on me le dise? Non seulement parce que ça me permet de prendre ma décision en toute connaissance de cause, mais pour une deuxième raison. C'est que le t-shirt made in China, on ne doit pas me le vendre plus de 5 €. Même s'il est apposé d'une grande marque française, parce que ça ne vaut pas plus de 5 €. Et que très souvent, la grande marque française va faire fabriquer en Chine, revient en France et vend le t-shirt made in China un peu moins cher que le t-shirt made in France, mais beaucoup trop cher par rapport à ce que ça vaut réellement, et que l'absence de transparence sur l'origine des produits est aussi une dissimulation d'un certain nombre de marges qui sont indues, qui sont beaucoup trop importantes et qui, au fond, pèsent sur la consommation. Donc on voit bien qu'en ouvrant ce débat, et je sais que nous avons que 2 heures, donc je ne vais pas être trop long, mais au fond, on ouvre beaucoup de débats de la société actuelle. On ouvre beaucoup de sujets, beaucoup de questions qui sont les sujets majeurs de notre société. Et on pourra évidemment illustrer ça très concrètement dans un instant. Fabienne Delahaye, sur l'évolution du comportement des consommateurs. Au salon Made in France à Paris, vous avez constaté que les choses changeaient ? Oui, bien sûr, on a constaté une véritable ferveur. Alors, le hasard fait bien les choses. Il se trouve qu'on a réalisé une enquête justement avec le Crédit Agricole et l'IFOP, et donc les chiffres le confirment. Hein, ce que dit Yves tout à l'heure, 95% des Français disent que la thématique du Made in France est essentielle pour l'avenir, et 75% affirme s'y intéresser de plus en plus. Alors, le salon, effectivement, est la preuve de cette ferveur, puisque nous sommes passés, année de la création du salon en 2012, de 15 000 visiteurs et de 80 exposants à peu près, à 450 exposants en 2017 et 60 000 visiteurs. Donc effectivement, il y a une vraie appétence. Il y a une vraie appétence, mais d'ailleurs aujourd'hui vous faites une conférence sur le Made in France. Je ne pense pas que cette thématique eût été choisie il y a une dizaine d'années. Il y a de plus en plus
produits qui sont labellisés, Origine France garantie. Cela dit, les raisons, le disait Yves, sont très objectives. Des enjeux en termes d'emploi, en termes d'environnement, en termes de préservation des savoir-faire. La liste des enjeux est longue. Les enjeux sont nombreux, tout comme les acteurs, parce que quand on parle du Made in France, on ne parle pas que du producteur. Alors tout à fait, des acteurs. En fait, nous tous, on peut être acteurs du Made in France. Le Crédit Agricole qui organise cette conférence, le consommateur qui, selon ses moyens, mais peut acheter un produit fabriqué en France et qui donc participe à une chaîne de valeur et crée de la valeur sur le territoire. Les départements, les régions. La Drôme, d'ailleurs, vient depuis plusieurs années chasser en meute, selon la nouvelle expression, sur le salon, avec plusieurs dizaines d'entreprises qui, j'espère, partent avec des commandes leur permettant d'investir, de créer de l'emploi sur leur territoire. D'ailleurs, en novembre prochain, Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, crée un énorme pavillon sur le salon de plus de 600 mètres carrés et invite 70 entreprises. Beaucoup d'acteurs. Et puis évidemment, je garde le meilleur pour la fin, les plus grands acteurs du Made in France, ce sont les entreprises. Et il y a des entreprises dans tous les secteurs d'activité, des grandes entreprises, des ETI, entreprises de taille intermédiaire, des PME. Tous les secteurs sont concernés par le Made in France. On commence à voir plusieurs notions se dessiner dans ce débat sur le Made in France. Une question qui regroupe bien des notions. On va encore une fois les illustrer. Avant cela, on parlait de définition. On a demandé sa définition du Made in France. À la douane, on va sans doute retrouver un petit peu de ce que nous disait Yves Gégaud tout à l'heure. En quoi la douane peut contribuer à l'émergence d'une origine France et d'un Made in France, puisque c'est vrai qu'avant tout, la douane est une administration qui maintenant est très liée au niveau de l'espace communautaire, donc on peut presque parler de douane européenne, et que notre métier c'est plutôt de travailler sur l'origine Union européenne, donc l'origine UE. Toutefois, cette expertise qu'on peut avoir en matière d'origine, du coup, nous a désigné de manière tout à fait spontanée et puis évidente comme étant du coup le partenaire des entreprises pour les aider à définir une origine cette fois-ci qui n'est plus seulement européenne, mais qui est une origine France, avec des critères bien sûr qui par contre sont établis par la législation communautaire. Donc les règles pour déterminer une origine préférentielle, à partir du moment où le produit n'est pas entièrement obtenu sur le territoire français, sinon la question ne se pose pas, on aura forcément une origine France, elles sont au nombre de 3. La première règle, c'est donc qu'on doit avoir un changement de code douanier. Donc le code douanier, c'est la carte d'identité du produit, c'est une codification en fait douanière qui nous permet d'avoir un langage universel entre toutes les douanes du monde et de classifier en fait tous les produits existants, toutes les marchandises qui sont produites. Donc si on a ce changement de code douanier, on aura bien une origine France à partir du moment où la transformation aura eu lieu sur le sol français. On peut prendre l'exemple de betteraves qui seraient achetées auprès des Belges et qui seraient transformées sur le territoire français pour faire du sucre blanc en morceaux. On aura bien le passage du chapitre 12 pour les betteraves au chapitre 17 pour le sucre en morceaux, ce qui va donc légitimer la position du marquage Made in France sur les morceaux de sucre. La deuxième règle, ce sera la règle de la valeur ajoutée. C'est en fait faire un ratio entre la valeur des marchandises étrangères et puis la valeur totale du produit fini et voir quelle est la part représentée par ces marchandises étrangères. Si on prend l'exemple d'un couteau qui serait réalisé avec une lame affûtée d'origine française et avec un manche qui est par contre un bois tropical qui n'est pas produit en France, on sera obligé de regarder quelle est la valeur de ce manche par rapport au prix total du couteau pour voir si on peut tout de même apposer le Made in France sur ce couteau. La dernière règle, c'est celle de la transformation spécifique à effectuer sur le produit. Donc là, à ce moment-là, elle sera définie dans le Code des douanes de l'Union. Il faudra que cette transformation soit une transformation suffisante, c'est-à-dire qu'elle ne se limite pas à un emballage, à un ensachage, mais qu'elle soit par exemple de l'ordre du broyage et une véritable transformation du produit. Donc ce marquage Made in France, c'est un marquage facultatif.
C'est la volonté de l'entreprise d'apposer ce marquage. Toutefois, étant donné qu'il y a des règles, le mieux, c'est de se rapprocher de l'administration des douanes pour être certain qu'on la pose en bonne et due forme et qu'on est bien dans le respect de la réglementation. À côté de la mission statistique que nous avons vue précédemment, la douane a également une mission d'action économique et elle accompagne les entreprises du commerce international via son réseau des cellules conseils aux entreprises. Nous avons 40 cellules conseils aux entreprises en France. Aujourd'hui, je représente la cellule conseil aux entreprises de la direction des douanes de Chambéry qui chapeaute l'arrondissement de Grenoble, donc dans le 38. Donc les entreprises iséroises sont bien sûr les bienvenues si elles ont besoin de me solliciter. Et pour les entreprises qui viendraient de la Drôme ou de l'Ardèche, ce sont mes collègues de la cellule conseil aux entreprises de Lyon qui sont bien sûr à leur écoute et à leur service. Il manque un... Yves Gégaud, réaction. Oui. Là, on a une définition complète hein, et même un mode d'emploi. Oui, pour les produits qui passent les frontières, il manque un volet, c'est celui de la DGCCRF, puisqu'il y a notre administration qui est chargée de contrôler s'il y a tromperie du consommateur. Et si une indication sur un produit vient faire apparaître le mot Made in France, fabriqué en France, produit français, et qu'au fond, le produit ne répond pas aux critères, il y a évidemment une législation qui peut être sanctionnée. Le problème qui se pose, et c'est évidemment pas un reproche que je fais à votre interlocutrice, c'est que le nombre de contrôles est extraordinairement faible sur cet aspect des choses, et que les critères du Made in France, ça a été dit, c'est pas obligatoire, donc il n'y a pas d'obligation d'afficher le Made in France, et quand c'est affiché, ça n'est pas contrôlé. Oui, mais c'est la raison pour laquelle finalement d'être vigilant, c'est curieux. Oui, mais sauf le consommateur, comment voulez-vous qu'il... Je suis consommateur. Je vais acheter une marinière dans une entreprise ou dans une boutique en Bretagne. Et on me dit, ah, mais cette marinière, elle est made in France. Et personne ne va me dire que 80% du travail de cette marinière a été fait dans une usine dont je peux vous donner l'adresse à Rabat, au Maroc. Donc, si vous voulez, il y a une législation, il faut la faire respecter. Pardon, c'est le parlementaire que je suis qui pense que quand on a voté des lois, il vaudrait peut-être mieux quand même les faire respecter, ou alors il ne faut pas s'interroger sur des difficultés. C'est la raison qui nous a poussé avec Origine France Garantie de dire que pour obtenir le label Origine France Garantie, ça n'est pas déclaratif. L'entreprise qui veut attester que son produit est bien français doit passer par un organisme extérieur indépendant avec une certification en bonne de type AFNOR, de type Veritas, qui vient vérifier tous les 3 ans si le produit correspond bien aux critères que j'ai évoqués tout à l'heure et qui ne permet d'utiliser l'appellation Origine France Garantie que si ces critères sont respectés. Parce que je pense qu'il y a malheureusement encore trop de dérives, qu'il y a encore trop de marques qui ne jouent pas le jeu et de consommateurs qui, en toute bonne foi, se disent « j'achète un produit français » et se font avoir. Si vous voulez que j'illustre mon propos, je peux vous parler des bottes Le Chameau. Allez voir sur Internet. Les bottes Le Chameau, quand vous regardez le site internet, vous vous apercevez qu'on vous explique que c'est une tradition française depuis 1936, qu'il y a un savoir-faire qui est né dans un département français. On vous raconte des très belles choses, mais nulle part on vous dit que les bottes Le Chameau sont aujourd'hui 100% faites au Maroc. Alors vous me direz, en s'appelant Le Chameau, on pourrait peut-être s'en douter un peu, mais combien de consommateurs se font avoir indirectement et au fond dans cette affaire, et leurs concurrents, les bottes Aigle, qui elles sont nées d'un ingénieur américain, donc vous voyez, c'est très international, mais qui sont fabriquées en France. On fait la démarche de labellisation pour dire, ben nous on est vraiment made in France et on vous le prouve. Je crois que c'est le cœur du sujet. Certifié, et si la certification est régulièrement contrôlée, j'ai bien compris. J'ai quand même une question, moi je vais mettre un peu les pieds dans le plat avec tout ce qu'on entend. Finalement, le Made in France, est-ce que ce n'est pas aussi un risque de payer plus cher ? La problématique des coûts récurrentes. Merci de me poser la question, ça me permettra d'évoquer, disons, il faut être bref, donc 4 arguments, il y en a d'autres, 4 contre-arguments par rapport à cette problématique de prix. 1, le Made in France n'est pas nécessairement plus cher.
Vous avez des produits, exemple, alors, en grande distribution, vous pouvez trouver des produits ménagers Alpha Pack, pas plus chers. Les shampoings DOP, les moins chers au litre, 1083, qui va d'ailleurs intervenir, c'est des jeans à moins de 100 €, peut-être un peu plus aujourd'hui. Alors que une entreprise aussi qui est dans l'Inde, dont j'aimerais citer le nom, c'est Sensi, dont tous les produits d'ailleurs sont labellisés Origine France garantie. Et c'est une petite entreprise qui fait de la lunette dans les règles de l'art, des lunettes de vue, des lunettes de soleil, de grande qualité et les moins chères du marché, parce qu'elles utilisent le digital et évite évidemment les circuits intermédiaires. Donc on peut faire du local pas cher, premier argument. Alors, c'est pas forcément plus cher. 2, il y a des produits made in China excessivement chers. Je sais pas, je pense à des tailleurs Sandro à 500 € par exemple, des Nike, des jeans diesel. Donc le made in China n'est pas forcément pas cher et on le dit peu. 3, il y a des raisons marketing. Quand vous parlez par exemple de produits allemands, est associé immédiatement à un produit allemand la Deutsche Qualität. Or, les produits français ne sont pas de mauvaise qualité, mais pour des raisons soi-disant économiques qui m'échappent, on nous fait croire qu'on n'a pas les moyens d'acheter des produits fabriqués sur le territoire. En revanche, on peut acheter des produits Deutsche Qualität très chers aussi. Donc l'argument de la qualité doit être mis en rapport avec le prix. En tout cas, il peut être mis en rapport avec les produits fabriqués en France, qui sont tout autant de bonne qualité. Il faut juste qu'on s'en souvienne. Et puis, 4e argument, bien sûr le plus important, je crois qu'on ne peut pas dissocier la notion du prix facial, de l'étiquette, et puis la notion de coût généré par les bas prix. Si je résume, d'un côté, on croit payer moins cher des produits importés, et puis de l'autre, on a une problématique d'emploi, de savoir-faire qui disparaissent, de problèmes environnementaux, parce que les produits, il faut bien les acheminer quand on les a importés. Et tous il y a des coûts cachés qu'il faut prendre en compte. Ces coûts, ils sont opaques, pour autant ils existent, et ils sont répartis sur l'ensemble de la collectivité, en impôts supplémentaires, en charges, en CSG, ça. Et donc, je crois que toutes ces raisons, 1, pas forcément plus cher, 2, le Made in China peut être cher, 3, le marketing, 4, la totalité des coûts, fait que c'est peut-être un leurre de croire que acheter français est toujours plus cher. En un mot. Oui, en un mot, vous avez mis les pieds dans le plat. Et il n'y a pas un débat qu'on fasse sans qu'on nous pose cette question. Donc, il faut couper court à cette question. 1, si c'était tellement plus cher de fabriquer en France que de fabriquer ailleurs, on se demande bien pourquoi il y aurait des grandes entreprises étrangères qui, quand elles ont le choix de fabriquer partout en Europe, choisissent la France plutôt qu'un autre pays. Pourquoi est-ce que Toyota vient fabriquer toutes ses Yaris pour toute l'Europe en France si c'était si insupportable que ça? Elle irait forcément dans un pays voisin si ce n'était pas le cas. Donc, par l'exemple... Il y en a aussi qui vont dans des pays voisins, Yves Gégaud. 2, nous sommes exigeants. Et oui, les coûts de fabrication en France, en raison des normes sociales, environnementales, sanitaires, sont plus élevés que dans des pays qui ne respectent pas les normes sociales, environnementales et sanitaires qui sont les nôtres. C'est vrai. Et ces coûts viennent quelque part plomber notre compétitivité, mais ils sont aussi un argument de la qualité de nos produits. Et croyez-moi que quand on exporte et qu'on dit « made in France » ou « produit en France », beaucoup se disent « Ah, il y a de la qualité derrière », notamment en raison de ces normes. Et puis enfin, Fabienne l'a très bien dit, quand tu achètes chinois, tu achètes 3 fois. Et quand tu achètes chinois un produit qui t'est vendu beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il a coûté, une paire de chaussettes fabriquées en Chine coûte 80 centimes à produire. Elle devrait être vendue 3 €. Une paire de chaussettes fabriquées en France coûte 7 € à produire. Quand elle est vendue 15 €, elle est vendue à son juste prix. Mais la paire de chaussettes chinoises, elle est vendue 9 ou 10 €. Elle n'est pas vendue à son juste prix, donc le consommateur se fait avoir. Voilà quelques éléments qui peuvent peut-être permettre de couper court à cette idée de acheter français, c'est plus cher. Et j'ai bien compris notamment cet impact de coûts cachés sur l'emploi. À ce propos d'ailleurs, je vous propose d'entendre la position de Charles Huet. Il est l'auteur d'un ouvrage, Made in Emploi, une application d'ailleurs porte le même nom, une application qui permet d'évaluer son propre impact individuel dans le maintien de l'emploi en France à travers les produits qu'on choisit. Charles Huet. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous aux rencontres du Crédit Agricole.
Alors cette appli qui est gratuite à télécharger sur toutes les plateformes, qui est née d'un partenariat avec la CFE-CGC, le syndicat des cadres, permet justement de quantifier et de géolocaliser le nombre d'emplois qui se cachent derrière nos marques quotidiennes. On apprend en particulier pour ce qui est des marques Rhône-Alpine que choisir un couteau Opinel, c'est faire vivre une centaine de salariés du côté de Chambéry. Choisir un sirop Tesser, c'est faire vivre près de 300 personnes du côté de Crolles. Choisir un fer à repasser Calor, c'est faire vivre près de 700 personnes à Pont-Évêque. Une poêle Tefal, c'est, on le sait, près de 1800 personnes à Remilly. Ou encore Mobalpa qui fait vivre 900 personnes à Thônes. On apprend également que des marques étrangères peuvent être made in France, hein, on le sait, et elle est labellisée Origine France Garantie. La Toyota Yaris fait vivre près de 4000 personnes à Onin, près de Valenciennes. Mais on sait moins que Coca-Cola fabrique 95% de ses produits en France et fait vivre 4000 salariés, dont 2500 dans ses 5 usines d'embouteillage en France. C'est le cas également de Smart, de M&M's et beaucoup de marques qui ne sonnent pas forcément français. Et c'est bien ça qu'il faut distinguer, la marque du produit. Et la nationalité apparente de la réalité du Made in France. Et alors on a également dans cette application mobile une calculette d'auto-évaluation de sa propre empreinte emploi, ce qui nous permet de réaliser l'audit de chez soi, de son dressing, de son frigo, de sa cuisine, de cliquer sur toutes les combinaisons marques-produits qu'on possède et on arrive à un chiffre, à un résultat, bravo. D'ores et déjà, grâce à votre consommation, vous avez permis de maintenir en France l'emploi de 20, 30, 50, 70 000 personnes. Et ce résultat est partageable sur les réseaux sociaux pour sensibiliser ses amis au rôle de chacun dans la lutte contre le chômage et à l'impact emploi de notre consommation en France. Justement, il y a cette calculette d'empreinte emploi. Il s'avère que soutenir l'emploi est la motivation numéro 1 des consommateurs qui choisissent le Made in France. On sait également, suite à une étude de la FIMIF, que préférer un produit fabriqué en France, c'est générer 3 fois plus d'emplois en France que choisir son concurrent importé. Et enfin, on sait que le Made in France, c'est de l'emploi industriel et que cet emploi industriel, il a 2 particularités. D'abord, il dissémine de l'emploi dans la France périphérique et pas seulement dans les métropoles. Et en plus de ça, il génère 3, 4 à 5 emplois indirects induits. C'est donc, un effet multiplicateur de sa consommation qui est majeur, décisif et prioritaire pour les consommateurs. Commençons déjà de manière réaliste par un marquage d'origine obligatoire. Il est aujourd'hui seulement facultatif sur les produits non alimentaires. Ce n'est pas le cas dans d'autres zones du monde. Commençons déjà par rendre ce marquage d'origine systématique et obligatoire. En attendant ce changement-là, commençons par ce qu'un maximum d'entreprises s'emparent du label Origine France Garantie et donc fassent la preuve qu'ils sont transparents, qu'ils n'ont rien à cacher et que leur Made in France est une allégation vérifiée par des auditeurs extérieurs. Et puis enfin, effectivement, si les bonnes pratiques en matière de transparence, de marketing, de packaging doivent se répandre, effectivement, il faut une inscription fabriquée en, et tant qu'à faire, être le plus précis possible au niveau de la ville, voire du département, doublée du label Origine France Garantie pour le certifier, ajouter une carte géolocalisant les sites d'emploi et si en plus on peut les quantifier ces emplois, ce sera parfait. Il y a beaucoup de choses à faire qui sont d'ores et déjà aujourd'hui de l'ordre du volontaire. On peut faire d'ores et déjà beaucoup de choses sans attendre après l'obligation politique. Voilà pour cette illustration sur le Made in France égale emploi. Yves Gégaud. Un petit mot d'expert, puisque vous m'avez convié comme expert sur ce sujet. Je ne crois pas au petit mot. Vous me dites un petit mot, mais je ne suis pas sûr. Ça va être un petit mot vraiment ? Allez, un petit mot d'expert. Méfiez-vous toujours de ceux qui disent je vais faire court. Oui, c'est ça. Sur ce sujet. Le Made in France est à la mode et il y a toute une série de gens qui se sont emparés du sujet pour faire leur business. That's life, comme on dit en français. Le jeune homme qui vient de s'exprimer, je le connais bien. Il a dit d'ailleurs du bien du label Origine France Garantie. Il a été salarié de notre association. Je dis juste attention, Made in Emploi, ça ne veut rien dire. Pour revenir à mes bottes Le Chameau de tout à l'heure, le système de distribution des bottes Le Chameau en France, c'est 80 ou 100 salariés. Si vous dites j'achète une botte Le Chameau, je tape sur Made in Emploi, il y a 100 emplois, je vais aider 100 emplois. Mais non, les vrais emplois de la production, ils sont au Maroc.
Donc ne tombons pas non plus dans les gadgets marketing, y compris pour faire vivre ceux qui en sont les porteurs. Sur ce sujet-là, je crois qu'il faut essayer d'avoir des outils responsables et des outils qui permettent aux consommateurs de savoir ce qu'est un produit français. C'est très compliqué dans un monde ouvert. Dans une même entreprise, vous pouvez avoir des produits français et d'autres qui ne le sont pas. Je parlais des voitures automobiles. Vous voyez, le groupe PSA a 16 voitures automobiles Origine France garantie et toutes les autres voitures de sa marque ne sont pas Origine France garantie parce qu'elles ne sont pas fabriquées en France. Alors moi, je souhaite qu'on aille au bout et qu'effectivement, demain, l'Europe impose le marquage d'origine des produits, de tous les produits fabriqués, vendus en Europe. On le fait pour les fruits et légumes, on le fait pour les huiles d'olive et on le fait pour les médicaments. On devrait aller plus loin pour dire quand un produit est vendu en Europe, vous devez marquer son origine obligatoirement. Ça permettrait déjà de savoir quand vous achetez la fameuse Renault Clio que j'évoquais tout à l'heure, s'il y avait marqué dessus Made in Turkey, peut-être que certains se diraient « Ah, c'est pas si French touch que ça sur ce sujet-là ». Merci. On a des progrès à faire, mais le message c'est méfions-nous de tous ceux qui utilisent le Made in France pour faire leur propre beurre, ce que je comprends dans un monde où l'économie est ouverte. Il y a un effet de mode, il ne faut pas tomber non plus dans un certain nombre de pièges. Évidemment, les pièges sont aussi là. Encore une fois, j'entends bien l'information et l'éducation du consommateur. Merci beaucoup Fabienne Delahaye d'avoir été avec nous. Merci pour vos éclairages. Je vous propose maintenant d'illustrer très concrètement ce fait en France en nous intéressant à plusieurs secteurs d'activité et on va commencer par le secteur de la mode et du luxe.